Voilà. Ah, ça y est, nous y sommes. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans l'émission Confidence entre dirigeantes, la web télé, la première web télé des femmes chefs dirigeantes, chefs d'affaires et dirigeantes, qui met à l'honneur des talents féminins. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Virginie Hill. Bonsoir Virginie. Bonsoir Mathilde, c'est moi qui ai l'honneur d'être présente là. Je te remercie. Donc, Virginie est présidente de l'entreprise Comptoir de Campagne qui est basée en région Rhône-Alpes. Et donc, je vais vous présenter Virginie, l'interviewer. Vous allez découvrir son parcours, ses hauts, ses bas, toute l'histoire de Comptoir de Campagne, cette belle entreprise que je vais vous présenter. Alors, moi, je suis Emmanuelle Jolivet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis dirigeante de la société Emmanuelle, qui est spécialisée dans le leadership au féminin par la transformation neuro-émotionnelle des femmes chefs d'entreprise et dirigeantes. Je suis aussi donc créatrice de cette émission Confidence entre dirigeantes qui met les talents féminins à l'honneur. Et puis, j'ai fondé également l'Académie Leader Life au féminin pour les femmes chefs d'entreprise, qui est un mastermind entre femmes dirigeantes qui leur permet de se transformer en profondeur pour atteindre des paliers supérieurs. Alors, ce soir, donc, c'est Virginie qui est avec nous et qui va être à l'honneur. Donc, Virginie, en fait, comment j'ai rencontré Virginie? Virginie, c'est une histoire, en fait, ancienne, puisqu'on s'est rencontrés quand on avait 23, 24 ans, hein, lors de nos premières expériences professionnelles, expériences de cœur, puisqu'en fait, on s'est rencontrés chez Orangina, où on y a passé, moi, à peu près une dizaine d'années, et toi, peut-être un petit peu moins, 4-5 ans. Voilà. Et puis, on se retrouve 15 ans après, hein, c'est ça, hein, puisqu'on a quitté en 2004, donc ça fait même 16 ans. 16 ans après, donc c'est une belle, en tout cas des belles retrouvailles ce soir. Et donc, j'ai le plaisir d'être à Lyon avec Virginie pour l'interviewer. Donc, Virginie est présidente de Comptoir de Campagne, qui est un concept complètement novateur qui représente en fait une entreprise dans l'économie sociale et solidaire et qui aujourd'hui en fait permet de créer du lien dans les campagnes et de peupler, hein, de repeupler. Voilà, de ramener les services de proximité, puisqu'en fait, Comptoir de Campagne, aujourd'hui, c'est 11 comptoirs qui sont des épiceries avec multiservices. Tu vas nous expliquer un petit peu le concept novateur de ton entreprise et qui, aujourd'hui, compte 30 salariés, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Virginie est partie de zéro. C'est en quelle année précisément que tu as lancé, il y a quelques années déjà? L'entreprise a démarré fin 2015. Oui. Dans un premier magasin en mars 2016. Voilà, donc 5 ans, 11 comptoirs et aujourd'hui un démarrage aussi en franchise. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Et pour moi, vraiment, cette rencontre avec Virginie est importante parce que j'ai eu envie de la mettre à l'honneur, parce que c'est une chef d'entreprise qui fait du business avec le cœur, avec beaucoup d'humanité, de générosité. Vous allez voir, c'est quelqu'un de discrète, qui est pétillante, de talent. Vous allez la découvrir. Alors, je propose qu'on démarre. Et puis, pour démarrer, en fait, on va aller un petit peu sur le côté personnel avant de rentrer sur le côté professionnel pour que, en tout cas, notre audience puisse te connaître. Alors, rapidement, sans réfléchir, j'ai envie de te poser quelques questions. Finalement, tu es d'où? Quelle est ton origine? De quelle ville tu es? Voilà. C'est ça, tu es marseillaise. C'est important. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, tu habites où? J'habite en banlieue lyonnaise, voilà, en périphérie lyonnaise. Commune de Jonage, on appelle ça des périphéries périurbaines, on va dire, voilà, entre la ruralité et la vie citadine. D'accord.
Et tiens, j'ai envie de te poser sur ta personnalité. Finalement, tu es plutôt introverti ou extraverti? Je pense que je suis plutôt extravertie, je suis quelqu'un de dynamique, et je pense que les caractéristiques des entrepreneurs. Oui, c'est ça. Ok, c'est comme ça que tu te définirais. Et tiens, si tu partais en voyage, tu serais plutôt en voyage solo ou en voyage en groupe? Plutôt voyage solo pour profiter Ouais, des personnes qu'on rencontre et des paysages. Enfin, voyage en famille en ce moment. Des envies du moment en tout cas. Quand on est entrepreneur, on passe beaucoup de temps pour son entreprise. c'est Quand on ça. parle de voyage, du coup de vie personnelle, on a plutôt envie d'embarquer avec nous la famille. Donc, C'est voilà. ça. Ok. Donc une forme de ressourcement, c'est Oui. ça? Hein? Ok, super. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te vient spontanément quand je te pose cette question? C'est d'être aligné. Être Ouais. aligné avec moi-même, voilà, avec mes valeurs, ce qui me porte, ce qui me motive. Ok. Et justement, qu'est-ce qui te motive dans cette vie? Qu'est-ce qui te fait briller les yeux? Oui, aujourd'hui, ce qui me fait briller les yeux, c'est le projet entrepreneurial dans lequel je suis. Pas, voilà, comptoir de campagne, mais ça pourrait être un autre projet entrepreneurial dans lequel je retrouve mes deux éléments de motivation qui sont le sens et l'ambition. Je les D'accord. trouve chez comptoir de campagne, je pourrais les trouver dans d'autres aventures. Voilà, Hmm. c'est ça qui me motive, en tout cas, c'est mes moteurs. Ok. Et finalement, quel est ce sens que tu trouves chez Comptoir de campagne? Parce que c'est quand même un concept qui permet de contribuer à un monde meilleur, puisqu'on est dans l'économie C'est ça. sociale et solidaire. En fait, c'est quoi qui t'anime? Comptoir de campagne, c'est une entreprise qui a un label qui s'appelle ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, on est D'accord. ancré dans l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise à impact. Je me définis, on verra Mhm. sur mon profil LinkedIn, comme une entrepreneur sociale. Voilà, Oui. c'est ça qui m'anime. Et pourquoi je retrouve ce sens? Parce qu'effectivement, Comptoir de campagne a pour objectif de revitaliser les zones rurales, de ramener des services de proximité, mais c'est Oui. également du lien social au cœur des villages. Et du coup, ce qui m'anime, c'est toute la reconnaissance qu'on peut avoir des habitants, des maires, D'accord. des utilisateurs et de tout l'écosystème qui gravite autour des comptoirs sur l'impact et l'intérêt de remettre des commerces multiservices, lieux de vie et d'échange et de partage au cœur des villages. Ok, génial. Et finalement, tiens, comment tu décrirais un comptoir de campagne, puisqu'il y en a 11 aujourd'hui qui sont centrés aujourd'hui sur la région Rhône-Alpes, mais tu nous parleras après de ta vision. Finalement, comment tu décris le concept et en quoi ça crée ce lien social dans les campagnes? Comment tu arrives à recréer finalement ces campagnes qui sont plutôt en train de devenir de plus en plus Désertifié, voilà, de oui. se désertifier. Comment toi tu fais? En fait, on est parti du constat, tu sais, quand on fait du marketing, voilà, c'est C'est ça. notre origine commune, on a besoin de savoir quel est le besoin Mhm. de l'utilisateur. Et nous, en fait, on est parti d'un besoin fort qui est qu'aujourd'hui, en France, un village sur deux n'a plus de commerce. Un D'accord. village sur deux, c'est quand même énorme, il y a 30 000 villages en France, donc un sur D'accord. deux n'a plus de commerce. Ok. Donc, on n'a plus de services de proximité et n'a aussi plus de lieux où on se croise, de lieux d'échange, de lieux de partage, de places de village. C'est Voilà. ça. C'est ce qu'on veut faire avec Comptoir de campagne. Et donc, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, OK, quelle solution on peut apporter à ce problème-là? C'est pour ça qu'on a construit ce modèle Comptoir de campagne, dans lequel on met. En fait, l'idée, c'était de dire, bah, si une épicerie traditionnelle n'a plus de marché, si un bureau de poste n'a plus de marché, si Mm. un bureau de presse n'a plus de marché, une agence bancaire n'a plus de marché, nous, on va mettre sous un même toit tous ces produits et services pour en faire un modèle économique viable. On additionne les modèles économiques pour en faire un viable. Donc, dans un comptoir de campagne, je vous invite à venir. On en a donc effectivement 11 en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous trouverez une épicerie locale en circuit court. L'objectif, c'est de valoriser les savoir-faire artisanaux, les productions locales. Génial. Vous pouvez faire vos courses du quotidien, que ce soit le frais, l'épicerie, mais aussi la droguerie. Vous trouverez des services de proximité, donc ça peut être la poste, le pressing, la cordonnerie, le repassage, le gaz, la presse, les colis et j'en passe. Mais également, et c'est très important, un espace snacking salonté qu'on appelle espace Ah oui. bistrot. Où les gens ils peuvent se retrouver. C'est ça. Génial. Il y a des animations, des petits événements organisés Ok. régulièrement dans les magasins pour rencontrer aussi les producteurs. On peut prendre un café, manger un morceau. Et on a aussi des petites pièces attenantes à nos comptoirs qu'on appelle les pièces rendez-vous, dans lesquelles on peut prendre rendez-vous avec son esthéticienne, son coiffeuse, son Génial. ostéopathe, voir son banquier maintenant, depuis cette semaine on démarre. Super. Voilà, donc c'est ramener les services dont les gens ont besoin au cœur des villages. Ah oui, c'est chouette.
effectivement, ça permet de tout centraliser et de gagner du temps. De gagner du temps et ça. de consommer sur place, de valoriser la production locale. Bon, ça vient de mon expérience agroalimentaire qu'on a partagée toutes les deux, avec ce sentiment que la valeur n'était pas partagée équitablement entre le distributeur, le transformateur et le producteur, et puis qu'on travaillait sur des produits industrialisés, standardisés, la mondialisation, et qu'il y avait plein de savoir-faire artisanaux locaux, et qu'il fallait trouver des solutions pour les valoriser, pour trouver des débouchés pour tous ces producteurs, pour inciter à la production locale. Et c'est ce qu'on fait au sein de Comptoir de Campagne. On valorise la production locale, les services locaux, et on les rend accessibles facilement à la population parce qu'on a une vraie prise de conscience. Tout le monde a envie de ça. Il faut juste faciliter l'accès. Et c'est notre rôle, nous, de faciliter l'accès. Donc, d'un côté, on facilite l'accès et de l'autre, on est un lieu de vie, d'échange et de partage. Parce qu'on vient pour l'intérêt et l'utilité. On vient poster quelque chose, prendre un café ou acheter un produit, et puis je rencontre mon voisin et je me rends compte que je fais partie d'une communauté et du coup je revis, je repartage avec ma communauté ce qu'on a un peu perdu ces dernières années, moi, particulièrement quand on n'a plus de lieu pour se croiser. C'est ça. Okay. Et finalement, cette envie-là de créer du lien social, quand tu repenses à ton histoire, quel lien ça fait avec qui tu es? Paradoxalement, je n'ai pas démarré le projet Comptoir de Campagne pour ça. Je suis plus rentrée par rapport à ce sujet de valorisation de la production artisanale du fait de mon passé dans l'agroalimentaire. Ah, ça c'est intéressant. Et je me suis rendu compte en interrogeant, parce qu'en faisant du marketing, on a besoin d'aller voir quels sont les besoins. En interrogeant des maires, en interrogeant des habitants, etc., je me suis rendu compte que l'enjeu de l'impact du lien social était aussi majeur. Parce que dans ces zones périurbaines, dans ces villages ruraux un peu périurbains, on a plein de populations, des gens qui sont là depuis toujours, des gens qui retournent à la campagne, certains qui retournent parce qu'ils ont envie d'un monde plus vert pour leurs enfants. Et puis c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le Covid, le confinement, etc. Les gens ont besoin d'espace, de se retrouver ouverts, ils en ont marre d'être confinés dans les villes. Mais on a aussi une population qui vont dans ces villages parce qu'ils n'ont juste plus les moyens d'habiter ensemble. Aussi. Donc en fait, c'est des populations très différentes qui ne se croisent pas, qui ne se rencontrent pas. Et ça, on l'a ressenti très fort et c'est pour ça que ce commerce-là, ça crée du lien social. Ok. Et ça, c'est important pour toi. Et c'est ce qui fait toute la différence aussi quand tu dis les producteurs locaux, etc., par rapport à ton expérience marketing. C'est dans des grands groupes. On a partagé quelques années ensemble et toi, tu as continué, je dirais, encore plusieurs années dans l'agroalimentaire. Et à un moment donné, tu en as eu marre de finalement tous ces produits qui sont très industrialisés. C'est ça. C'est ça. Et donc aujourd'hui, tu es parti vers quelque chose à l'opposé qui met vraiment en valeur le côté local, naturel, artisanal. C'est ça. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont souvent indépendantes les autres. Comment on essaie d'avoir un concept et comment on essaie d'industrialiser un petit peu les process pour que ça puisse se dupliquer. Et tout l'enjeu, nos éléments de motivation, c'est le sens, c'est l'ambition. C'est aussi mon idée, c'est pas juste de créer 10 comptoirs, c'est de créer un modèle. Quelle est ton ambition justement pour Comptoir de Campagne? C'est de créer un modèle, un savoir-faire qu'on va pouvoir mettre à disposition pour nos employés en développement, pour qu'eux-mêmes s'emparent et recréent des commerces dans leur village, dans des centaines de villages. D'accord, donc en fait, c'est. Je vois qu'il y a une question. Alors, je ne sais pas. Non, il y a quelqu'un qui a posé une question. Donc, ce qui veut dire que toi, aujourd'hui, tu es en train de développer le concept en franchise, c'est ça? Oui, on part sur un modèle de franchise. Oui, c'est ça. Dans ton activité, comment on peut donner le pouvoir à d'autres de ça. Faire, exactement. Particulièrement sur dupliquer un modèle social. Ok. Alors, du coup, on va aller chercher qui se cache la femme chef d'entreprise derrière, en tout cas, ce beau concept, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui nous fait réussir en tant que femme chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise ou dirigeant, c'est vraiment la personne que l'on est. Et à partir du moment où on veut développer, je dirais, une entreprise exponentielle, on a besoin de se développer de manière exponentielle à l'intérieur de nous. Et donc, c'est là où je pense que Virginie, entre le démarrage de son entreprise et aujourd'hui, les 30 collaborateurs que tu gères, tu as dû forcément te développer et tu vas nous raconter tout ça.
Alors, j'ai envie de te demander déjà, quelle est ta plus grande fierté? Qu'est-ce qui te vient naturellement? La plus grande fierté, c'est quand on a les témoignages. Oui. Des témoignages d'habitants, des témoignages de maires, Mhm. des maires qui disent que le comptoir de campagne, c'est la plus belle réussite de leur mandat, par exemple. Voilà. Oui. Ça, c'est une grande fierté. Et tu as une petite anecdote, je ne sais pas, qui t'a rendu très, très fière, là? Oui, c'est quand un nouveau comptoir, on a tout le village qui va visiter, et puis notamment des personnes âgées, et puis une petite dame qui vient, qui dit ah, je vois vos horaires, super, c'est tout à l'après-midi, génial, vous avez un petit point pour prendre un café, ben, je viendrai, moi, parce que vous savez, je suis un peu seule, et puis elle se met à pleurer, parce qu'elle se dit que grâce à ça, ça va être un endroit où elle va pouvoir revoir des gens, elles se sont isolées, voilà, donc c'est ce genre de choses. Bon, ok, on est dur, mais on est dans le juste et il faut continuer, quoi. Il faut se battre pour ça parce qu'on apporte voilà, du positif. D'accord, ok. Qu'est-ce qui est pour toi une femme leader? De manière très spontanée, qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que pour toi une femme leader, c'est? C'est battante, Ouais. voilà, avant tout, parce que particulièrement quand on est une femme, il faut être une battante. Et puis, il faut essayer d'avoir une aura pour embarquer les autres. Voilà. Moi, ce qui me fait le plus kiffer dans ce rôle-là, Oui. c'est quand je peux témoigner comme là. C'est ça qui me fait kiffer. Quand je peux témoigner et qu'en face, il y a des gens qui me disent ah ben, super, votre expérience, ça me donne envie, ça me donne la force. Et je vais oser parce que je vois que si vous y arrivez, je peux y arriver aussi. Génial. Voilà, c'est ça. Ok, super. Et toi, est-ce que tu te considères comme une femme leader? Oui, forcément. Voilà, je pense que ça, vu où j'en suis là et comme le projet avance et tous les partenaires aussi qu'on a embarqués, c'est que forcément, je suis voilà, une femme leader. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Dans l'entrepreneuriat, Ou dans la vie tout court, parce que l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est toi. Donc, quelque part, ce qui se passe dans ta vie se passe aussi dans l'entrepreneuriat, avec les gens que tu rencontres, tes collaborateurs, tes partenaires, comme je tout ce suis femme développement. leader, je suis voilà, entrepreneuse, doueur, parce que je déteste plus les gens qui sont ici dans leur canapé voilà, qui critiquent le pouvoir, qui critiquent les gens qui sont en action. Voilà, ça c'est. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. D'accord, ok. Très bien. Quelle est ta plus grande victoire en 2020? La levée de fonds. Ah, Voilà. J'ai embarqué de nouveaux partenaires oui. comme la Caisse des dépôts, Maïf, Groupama, Evolem, le Crédit Agricole. Et puis, on a fait aussi une belle levée de fonds en financement participatif sur la plateforme l'État.com. D'accord. Aujourd'hui, on a plus de 280 personnes, je crois, qui ont investi dans l'entreprise. Donc voilà, on a levé une belle somme d'argent. Combien vous avez levé? On a levé 3,4 millions. D'accord, oui, donc c'est voilà. effectivement une belle somme d'argent, bravo. Et ça, c'est la grande réussite de 2020. Ok, alors tiens, je vais rebondir sur les levées de fonds parce que ça intéresse plein de femmes chefs d'entreprise qui nous regardent ou des chefs d'entreprise parce que c'est vrai que c'est un vrai challenge pour se développer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris justement dans toute cette démarche de levée de fonds? Parce que j'imagine que c'est quelque chose qui demande une certaine puissance, une certaine confiance, ça demande une certaine aptitude. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que tu en retiens? Rien n'a été facile. Oui. C'est très, très difficile, vraiment très difficile. Et même douloureux à certains égards. Voilà, après, ce que j'en ai appris, c'est que c'est beaucoup la personne, c'est beaucoup l'équipe qui permet de donner confiance à des investisseurs. Le projet, la façon dont on communique sur le projet. Voilà. C'est aussi important ça, plus important que les chiffres, et particulièrement quand on est dans l'économie sociale et solidaire, où c'est très difficile d'évaluer une entreprise quand on a un objet social qui est social. Et du coup un développement qui est forcément plus lent, voilà, une atteinte de points morts qui est plus longue. C'est pas simple pour des investisseurs d'évaluer les entreprises comme celle-là. Pourtant, c'est les entreprises de l'avenir. Bien sûr. Donc voilà, donc du coup, c'est plus du coup quand il n'y a pas de repères financiers sur l'équipe que les gens et sur le projet que les gens investissent. Voilà, donc c'est ça en fait mes enseignements. Il faut croire en soi, croire en son projet pour
pour donner envie ça. à des investisseurs. Donc, c'est toujours ça, en fait. C'est très important, c'est ce que tu dis. Croire en soi. Plus je crois en moi, plus, en tout cas, ce que j'imagine, je le crée. Et au-delà de l'entreprise, en fait, ils vont croire en la personne. Donc, en toi, en tant que présidente. Et qu'est-ce que tu as dû travailler, toi, justement, pour dégager cette aura, ce côté magnétique? Parce que tu as dit 3 millions, c'est ça? 3 millions 4, c'est quand même pas rien. Et c'est la deuxième levée de fonds? Donc, entre la première et la deuxième, sur quoi tu as travaillé intérieurement? Est-ce que tu as dû te remettre en question? Est-ce que tu as essuyé des plâtres? Est-ce que tu as des anecdotes peut-être? En plus, quand on est une femme, c'est quand même parfois, moi, c'est ce que j'ai pu entendre dire. Donc, voilà, qu'est-ce que tu as… On n'est pas accueillis de la même façon, alors, c'est-à-dire, tu l'as senti? Oui, il y a plus d'inclusivité, il y a plus de… on a dès le démarrage, souvent, parce qu'en face, c'est souvent des hommes, un coefficient de confiance qui est plus bas quand on est un homme. Donc, ça demande d'y croire et de passer outre ça, c'est ça? Si on s'agace un peu, on n'a pas le droit en fait, on n'a pas le droit de s'agacer. Du poing sur la table quand tu es une femme, c'est une forme de non-maîtrise, alors que pour un homme, parfois, c'est plutôt jugé comme de la puissance et de la force. Voilà. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en fait, ça ne correspond pas vraiment aux valeurs féminines. Qui va arrondir les angles, qui est dans sa douceur. Et en fait, une femme, quand elle est dans ses valeurs féminines et finalement qu'elle est affirmée, alignée, elle n'a pas besoin de taper du poing sur la table. En fait, si elle croit en elle, elle dégage d'elle-même cette puissance. Et effectivement, quand elle va se comporter comme un homme, c'est là où il y a un truc qui va pas trop être aligné. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Mais à la fois, ça veut dire que oui, parfois, on n'est peut-être pas suffisamment aligné. On prend le costume masculin à la place, finalement, de qui on est vraiment. Ouais. Okay. Voilà, comme ça. Et puis, appris à avoir beaucoup de patience. Et beaucoup de patience. Ça a mis combien de temps entre le démarrage où tu as lancé l'aventure, je dirais, de cette levée de fonds et où ça… 1 an. D'accord, ok. Et donc, tu as eu combien de portes fermées avant que la… c'est ça. Mais c'est intéressant pour ceux qui nous regardent parce que ça veut dire que ça demande de la persévérance, de la croyance. Et puis, on a toujours ce cercle vicieux et puis qui est un peu bien vertueux où on a toujours une bascule du non, et puis qu'on a première. Le plus dur, c'est d'avoir la première qui dit oui. Qui s'engage vraiment, là derrière, ça donne confiance au suivant. Voilà. Et puis, l'un des conseils, si on est dans l'économie sociale et solidaire, et c'est ce qui a finalement s'est passé pour Comptoir Campagne, c'est d'avoir plusieurs petits investisseurs qui vont chacun mettre un petit ticket parce qu'ils adhèrent aux valeurs, mais qui vont vouloir y aller de manière prudente. En disant, voilà, je contribue par mon investissement à un avenir meilleur, voilà, à partir du développement de cette entreprise sociale. Donc, je pense que c'est ça la bonne stratégie, c'est d'avoir plusieurs petits investisseurs. Qui, du coup, je ne prends pas un grand risque dans cette entreprise, mais en revanche, je contribue à cette aventure. Génial. Ok, en tout cas, c'est ce que tu as retenu. Super. Ok. C'est quoi qui te fait vibrer le plus dans cette aventure entrepreneuriale? Cette fois sur ce côté entrepreneurial, depuis 5 ans finalement. Oui. C'est la fierté d'avoir une équipe embarquée. D'accord. Voilà. La fierté d'avoir des gens qui parfois me disent waouh, quel bonheur de travailler chez Comptoir de Campagne, quoi. Par rapport à ce sens, au projet social que l'on a. C'est ça la grande fierté, c'est de dire que grâce à ce projet-là, il y a 30 personnes qui sont fières de leur activité professionnelle. D'accord. Le sens, en tout cas, les porte. C'est ça. OK. Alors aujourd'hui, tu as 11 comptoirs.
Et ça continue à se développer. 30 collaborateurs, 12 personnes au siège qui travaillent avec toi au milieu de ces 30 collaborateurs. Gérer, recruter du personnel, piloter une entreprise, la faire grandir et relier finalement, comme je le disais tout à l'heure, à sa propre expansion à soi, à sa propre puissance de chef d'entreprise, sa capacité à oser, à dépasser, à prendre sa place, à prendre des décisions importantes, à passer à travers ses émotions, à se diriger soi-même, à vraiment plein de choses, à dépasser ses croyances, ses pensées. Euh, comment toi, comment tu, qu'est-ce que ça t'a demandé qu'est-ce qui t'a demandé en fait le plus de courage à dépasser? Parce que finalement, recruter, piloter, c'est pas simple. Qu'est-ce que ça t'a demandé comme courage? Tu vois, c'est un peu la face cachée, rêvée du chef d'entreprise que je suis en train de te demander parce qu'il y en a une. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Finalement, qu'est-ce qui t'a demandé le plus de courage? Qu'est-ce qui te vient naturellement quand je te dis ça? Tu vois? Ce qui me vient naturellement, c'est être entrepreneur. Une entreprise, c'est se mettre à nu. Se mettre à nu. Et voilà, c'est beaucoup de choses reposent sur les épaules et du coup, on ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. On est en première ligne et moi, particulièrement, je suis avec une associée dans l'entreprise, mais je suis la présidente, donc je suis en première ligne. Et du coup, voilà, je peux me cacher derrière personne. Donc, tout le monde ne me voit que moi, les investisseurs ne voient que moi, tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts. Je suis screenée. Voilà, mes défauts apparaissent parce que quand j'ai des défauts, moi, bah forcément, c'est des faiblesses de l'entreprise. Mes forces apparaissent puisque là où je suis forte, l'entreprise est forte. Donc voilà. Et alors, où est-ce que tu es forte? Moi, je suis plus forte dans le développement, dans la vision, oui, c'est ça. dans la On stratégie. retrouve la marketeuse dans la vision, dans la stratégie. C'est une super bonne école pour l'entrepreneuriat. Bien sûr. Du concept jusqu'à la commercialisation du produit et puis toute la partie organisation et gestion. Voilà, je suis plutôt bonne dans l'organisation, dans penser ce qu'est comptoir de campagne demain et après-demain. Et d'ailleurs, je suis même souvent plutôt dans demain et après-demain et pas suffisamment dans le présent parfois. Heureusement, j'ai des équipes qui sont dans le présent. Mais voilà, moi, je suis plus dans la vision, dans se projeter sur le futur et du coup, organiser en fonction du futur que je projette. Et c'est quoi tes failles? Parce qu'on en a tous, hein, et c'est celles-ci aussi qui nous font grandir et qui nous permettent de nous développer et d'aller chercher le côté exponentiel. C'est quoi tes failles? Ou celles que tu as déjà travaillées, transformées? Voilà, c'est quoi? De par mon expérience, oui. c'est pas ma force et ma compétence première, mais du coup, je m'entoure par rapport à ça et c'est tout l'enjeu quand on connaît la moindre force, il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes. Et puis après, les failles, bah, c'est justement quand on est à nu, quand on est dans l'entrepreneuriat social, qu'on est sur des valeurs, bah, c'est un côté très humain qui fait que parfois on a peut-être un peu du mal à prendre des décisions qui peuvent être douloureuses et qu'on personnellement certains choix humains qu'on doit faire. Ouais, ça, et tu penses à quoi, par exemple? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui t'a été difficile pour toi et qui t'a fait grandir finalement On met un peu à nu, on donne à ses salariés, on a envie qu'ils se développent, qu'ils grandissent, on donne énormément. Et puis quand parfois en retour, on n'a pas de reconnaissance, on a des personnes qui claquent la porte alors qu'on croyait en eux ou qui vont chercher. Ça t'est arrivé, c'est ça? Oui, ou qui vont prendre un poste où ils sont payés oui, c'est ça. Voilà, alors qu'on leur a beaucoup donné. Nous, on n'a pas les moyens de les payer de toute façon. Voilà, c'est forcément douloureux d'avoir investi sur une personne, etc. Et qu'au final, elle s'en va. Elle s'en va et ça, tu l'as vécu un peu comme de la trahison, comme de l'abandon, c'est ça, c'est un sujet en tout cas. Et ce qui est particulièrement solidaire, c'est qu'on a des personnes qui sont bruyants, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont hyper investis, voire surinvestis, et puis le jour où ils ne s'y retrouvent plus, où ils ont été déçus par quelque chose,
ils vont, tu sais, c'est l'amour et la haine, ils vont Oui. d'un autre côté nous tout rejeter en bloc et être très, très violents parce qu'il y a un tel attachement en l'entreprise, une telle Aussi, implication, il y a de l'affectif. beaucoup d'affectifs, quand finalement la personne est déçue, ne s'y retrouve plus, C'est ça. voilà, plein de sujets possibles. Il peut y avoir du coup une forme de rejet C'est qui peut ça. être pris avec beaucoup de violence. C'est ça. Aussi Oui, c'est ça. Donc, ce que j'entends, en tout cas, c'est que le côté affectif pour toi, en tout cas, a été quelque chose de difficile à gérer. C'est génial et à la fois, finalement, c'est pas simple non plus dans le relationnel, dans le management, dans le recrutement, dans toutes ces choses-là. Et finalement, c'est cette partie la plus humaine qui est difficile à gérer. Et puis, finalement, de ses propres failles, de ses propres blessures et croyances, bah, quelque part, on peut s'attirer, comme on en a beaucoup parlé, la trahison, l'abandon, etc., ce dont tu viens de parler. Et forcément, ça devient notre histoire personnelle de ce qu'on a pu vivre et des choses qu'on a dépassées. Ben, on continue encore à se les attirer dans l'entreprise et c'est là où on se dit, tiens, ça peut être intéressant de bosser dessus pour transformer la donne. Tu m'as dit avoir rencontré des challenges sur le recrutement, comme tout chef d'entreprise, hein, comme on est en train de le dire, normal, on touche, je dirais, à l'humain et surtout à soi. Tu as vécu des hauts et des bas par rapport à ce point-là. Qu'est-ce que tu as appris en matière de recrutement, d'humain et de management? Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil? Tu vois, puisque bah, tu es parti de zéro, tu as quand même construit, voilà, aujourd'hui 30 collaborateurs, tu as essuyé des plates. Je sais que tu as eu un premier associé, c'est ça, qui est parti. L'entreprise est encore en évolution, il peut manquer certaines personnes, enfin, il y a une organisation qui est encore à se mettre en place. Voilà, chacun a sa place, des recrutements, enfin, c'est une partie qui n'est pas simple. Quel conseil tu peux donner parce que finalement, c'est le recrutement, l'humain, c'est le nerf de la guerre. Quoi. Je mieux passer pour donner des conseils en recrutement parce que ou en management. Mais enfin, les conseils que je donnerais, c'est effectivement de pas lésiner sur le temps passé sur le recrutement. Voilà, prendre son temps. Prendre son temps, vérifier en appelant les anciens patrons, voilà, pour avoir une vision la plus large, la plus 360 possible de la personne. Nous, maintenant, on fait beaucoup passer des tests de profil aussi, parce qu'au-delà de la compétence, quand on est une petite équipe en start-up, il faut aussi qu'il y ait de la complémentarité dans les personnes. Je parle souvent de compétences et d'appétence de profil. Que les gens soient alignés avec la fonction et aussi un profil adapté à ce qu'on recherche. Parce que dans une start-up, pareil, on ne peut pas se cacher. Chaque personne doit gérer son poste en globalité. Donc ça, c'est important, prendre le temps dans le recrutement. Et ensuite, se dire que si ça ne marche pas, c'est pas prendre ça comme un échec forcément. Ça arrive souvent. Et quand on est une petite boîte qui se développe comme la nôtre, il faut avoir le courage. Le courage de, quand on se rend compte que ça a mal ou que ce n'est pas la bonne personne, il faut avoir le courage d'arrêter rapidement la relation et puis avoir le courage du coup de dire ok, si je me sépare de ce collaborateur, peut-être que pendant un petit moment, ça va plus créer de problèmes que d'en résoudre. Le temps que je trouve une nouvelle personne, que je forme cette nouvelle personne. Accepter de perdre, accepter de perdre sur le court terme pour sur le long terme gagner. D'accord. Et parce que une personne qui n'est pas à sa place, elle va désorganiser la structure, elle va faire peser ses faiblesses sur les autres et sur le moyen long terme, ça va avoir des effets dévastateurs. Donc voilà, il faut vraiment avoir ce courage-là qui est très très difficile à avoir, surtout quand on est attaché aux personnes d'un point de vue émotionnel et affectif. Donc, oui, j'entends que ce point-là chez toi, ce côté affectif, en tout cas, est encore un point difficile à gérer. Aujourd'hui, finalement, quand tu regardes avec du recul, d'un point de vue interne, par rapport à toi, qu'est-ce qui est encore, tu vois, les points sur lesquels tu penses que tu as besoin de travailler en tant que femme chef d'entreprise pour continuer à monter tes marches, tes paliers et aller vers le développement que tu souhaites au niveau de l'interne? Qu'est-ce que tu penses que tu as encore
à travailler, puisque c'est l'histoire d'une vie. Hein. Mais Je vais lâcher prise. Oui. Voilà. La confiance. Mhm. Avoir en moi. Mhm. Et du coup, avoir envers les autres. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est vrai que je n'avais pas projeté de devenir entrepreneur. Je n'étais pas préparée à être entrepreneur. Oui. Je suis rentrée chez Comptoir Campagne pour l'intérêt, l'objet social, l'utilité. C'est un village qui n'a plus de commerce en France. Voilà, j'ai voulu essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec ça, mais je n'avais pas prévu ni jamais eu la volonté d'être entrepreneur. Oui, d'être chef d'entreprise. Voilà, donc je me suis retrouvée un peu par hasard dans cette fonction-là. Donc après, j'ai appris sur ça. Dans mon parcours, j'avais eu la chance de reprendre des études et de faire l'exécutif MBA de l'EM Lyon. Et du coup, j'avais vraiment cette chance-là d'avoir travaillé sur ma personnalité, sur qui je suis, sur mes éléments de motivation. Donc, je me connaissais quand même un peu. Enfin, voilà, c'est ça, peu plus. Un peu, voilà. J'avais commencé à creuser un peu pour comprendre, commencer à me comprendre. C'est un long chemin. C'est ça. Ce que tu veux dire, mais déjà, voilà. Commencer à creuser. Voilà. Et du coup, ça m'a énormément aidé. Mais en tout cas, j'ai découvert au fur et à mesure et vécu des difficultés. Moi, je suis pris en pleine poire chaque difficulté, chaque obstacle au fur et à mesure, et ça m'a fait grandir. C'est ça. Et sur quoi tu as grandi particulièrement? Parce que, voilà. Par rapport à ce que tu t'es pris en pleine poire, comme tu dis. La confiance en moi, peut-être. Voilà. Et puis, non, mais je pense que ma force qui s'est décuplée, c'est ma vision, ma capacité à avoir une vision. Voilà. Je pense que c'est là-dessus où moi-même, je m'étonne parfois d'avoir cette capacité à avoir une vision, de savoir voilà, quel va être le chemin. Il faut qu'on emprunte et avoir des convictions sur le chemin vers où il faut qu'on aille. Ça, je pense que j'ai beaucoup grandi là-dessus. Et que c'est une force pour ce projet. Ok, super. Aujourd'hui, tu lances la franchise. Quelle est ton ambition? Notre ambition, c'est d'ouvrir plus d'une centaine de comptoirs dans les prochaines années. En fait, c'est que des centaines d'entrepreneurs fassent des comptoirs dans tous les villages de France. Notre ambition, très modeste, c'est de faire mentir la statistique, un village sur deux n'a plus de commerce en France. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est une ambition forte de multiplier l'impact social de notre modèle. Et donc, toi, qu'est-ce que ça va te demander comme changement de posture de chef d'entreprise? Parce que tu ne te gères pas 11 comptoirs comme une centaine et ni 30 collaborateurs comme 70, 80, 100, 150 et plus. Du coup, qu'est-ce que ça va te demander de modifier dans ta posture et dans toute cette puissance si tu te projettes? Également, si on veut aller vers la franchise, c'est parce que justement, on ne va pas créer une grosse structure. Oui. On veut rester une PME à taille humaine qui a un savoir-faire, un super savoir-faire qu'on va continuer à améliorer, optimiser et qu'on va rendre accessible à d'autres. Ce qui fait qu'en fait, on se transforme en permanence. Tous les 6 mois, on change d'organisation. Au début, on gérait nous-mêmes des comptoirs et c'est toujours le cas. Donc, 11 comptoirs, alors on en a 10 comptoirs en propre et un comptoir avec un contrat de partenariat. Mais nos 10 comptoirs sont en propre, donc on gère ces comptoirs, on a des salariés. Mais ça, c'est notre métier d'aujourd'hui. Mais à partir de demain, on sera franchiseur. Alors, notre métier, ce ne sera plus de gérer des comptoirs, mais de gérer un savoir-faire et de transmettre un savoir-faire et d'accompagner des porteurs de projets indépendants pour créer leur propre comptoir. Donc voilà, c'est cette transformation-là qui est notre challenge dans les prochaines semaines. Et toi, au niveau de l'interne, je te titille, je te fais aller chercher dans l'émotionnel. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de travailler dans cette nouvelle posture? Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les équipes dans cette transformation-là. Et ça, c'est un gros sujet, c'est que de faire prendre conscience aux équipes qu'on change de métier. Oui. Voilà. C'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Donc, un changement de mindset. C'est ça. Et donc, ça va être ça mon gros challenge.
d'inculquer à mes équipes ce nouveau mindset, de les embarquer avec moi sur ce nouveau C'est métier. ça. Où en fait, nos clients, ça va être des porteurs de projets, des magasins, et non plus nos clients aujourd'hui qui sont les habitants des villages et les clients des C'est magasins. ça. En fait. Oui, Voilà. donc c'est tout c'est un changement de mindset. c'est Donc ça. y croire à fond et porter les les choses pour accompagner. accompagner les équipes en capacité de faire cette transformation D'accord. aussi. Ok. Et qu'est-ce qui. Donc, tu as ce changement de mindset effectivement à faire. Et qu'est-ce qui pourrait freiner chez toi ou qu'est-ce que tu vas avoir besoin de travailler pour vraiment de ce que tu connais, hein. Bah, moi, mon mission là, c'est de prendre du recul, d'être moins dans l'opérationnel, D'accord. Donc, et plus dans la hauteur, et d'avoir suffisamment accompagné les équipes pour qu'ils soient plus d'accord. autonomes dans le projet. Et c'est vrai que moi, mon gros enjeu aujourd'hui, c'est d'autonomiser Un mes maximum les équipes. équipes. Voilà, je pense que mon Prendre rôle, du c'est ça, recul. et prendre du recul, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'opérationnel, C'est ça. mais en même temps, il faut penser la stratégie, la suite. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'actionnaires pour être disponible pour eux, même s'ils comprennent aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de rôles. Et puis, avec une grande envie, c'est d'avoir aussi un rôle au sein notamment du mouvement Impact France, mais voilà, de me positionner, de prendre une partie de mon temps non négligeable à être ambassadrice de l'entrepreneuriat social, à témoigner auprès d'entrepreneurs en herbe de la nécessité de changer le mode d'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat à impact, c'est l'économie de demain. Oui. Voilà. Et donc, j'ai vraiment très envie d'avoir du temps à me dégager pour jouer ce rôle d'ambassadeur. Intéressant, puisqu'aujourd'hui, finalement, tu es encore dans l'opérationnel, dans une forme de pression au quotidien. Comment tu vas gagner du temps là? Parce que voilà, aujourd'hui, finalement, comment tu dors sur tes deux oreilles? Comment ça se passe pour toi? Parce que c'est quand même lourd, tous les rôles que tu as aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, là, aujourd'hui, ton niveau de bien-être, il est à combien? C'est-à-dire combien sur 10? Et on peut comprendre, hein, quand tu nous racontes tout ça, on se dit waouh! Ouais. On va dire 5. Allez, Oui, voilà, c'est ça. en général, mettons 5. C'est vrai que c'est assez lourd aujourd'hui, particulièrement là, en ce moment. Après, on a compliqué, beaucoup d'opérationnels, on a changé de système d'information, et ça, même dans les plus grandes entreprises, changer de système d'information, c'est toujours douloureux. Dans une start-up, ça l'est encore, avec moins de moyens, ça l'est beaucoup. Voilà, donc avec des équipes qui ont du coup été très impliquées, une année 2020 très compliquée avec le Covid, même s'ils ont été remarquables dans leur gestion du sujet, le changement du système d'information. Là, on est en début d'année, ça veut dire on vient juste de finir Noël avec un mois de décembre qui est le mois le plus difficile de l'année. Voilà, tout ça fait qu'on sort un peu groggy, que tout le monde est douloureux un peu. Voilà, ça et forcément, je vis ça avec les équipes. Voilà. Et maintenant, il faut que j'arrive à les autonomiser. Plus pour que toi, tu puisses prendre de la hauteur. Je ne suis pas encore sortie de l'auberge. Oui, tu n'es pas encore sortie de l'auberge. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Comment retrouver ton niveau de bien-être malgré ce niveau de complexité? Puisqu'en fait, quelque part, quand on est chef d'entreprise, plus on grimpe, plus on développe, plus on a des complexités. Et à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est effectivement d'arriver dans ces complexités à garder un niveau de bien-être. Et c'est ce qu'on échangeait ensemble. C'est tout un travail interne et c'est indispensable pour pouvoir continuer à monter les paliers. Et j'ai envie de te dire, comment tu fais pour te ressourcer? Parce que finalement, comme tu dis aujourd'hui, waouh, mon niveau de bien-être, il est quand même, il est quand même un peu tendu. Et puis, les challenges sont de plus en plus élevés. Donc, pour continuer à avancer, comment tu fais pour te ressourcer? Et puis, finalement, d'abord te ressourcer, puis après, tu nous parleras comment tu équilibres ta vie, finalement, parce que combien de temps ça te prend et comment tu gères tout ça. Après, c'est peut-être un moment dans ta vie de femme chef d'entreprise qui est justement peut-être tendu de ce côté-là, et que tu vas apprendre à travailler, à développer pour te sentir mieux. La ressource, c'est une façon qu'on la retrouve en soi. C'est ça. Donc là, il faut que je travaille sur moi pour être en capacité de lâcher prise. Mais après, la
capacité à avancer, moi j'aime bien une notion qui est la notion du flow, Oui. où plus c'est difficile, mais où on trouve du sens, plus on éprouve cette notion de flow et de plaisir. C'est-à-dire, ouais, c'est vachement dur ce que je fais, mais finalement, je m'en sors pas si mal. Et donc ça apporte de la satisfaction et C'est ça ça. me permet de tenir, en fait. Exactement. De voir, en tout cas, d'avoir de la gratitude déjà pour ce qu'on a fait et ce qu'on a déjà. Et ce sens-là, quand on campagne, je l'ai, cette gratitude. Je l'ai par rapport au regard des gens. Et je me rends compte que ce qu'on fait, c'est chouette et ça a un vrai impact social. Donc ça aide à tenir, en fait. Donc ça aide à supporter encore plus ces difficultés. Voilà, je me dis souvent que voilà, moi, je suis capable de supporter beaucoup de difficultés parce que j'ai ce sens. Quand on est dans une entreprise où on n'a pas forcément le sens, on va être moins en force. C'est ça. Donc, retenons toujours, rappelons-nous de notre pourquoi dans la tempête, dans les chaos. C'est ce qui va nous donner de la motivation et tu as complètement raison. C'est comme un champion, un sportif, quand il est sur le chemin en train de faire sa course, à un moment donné, il a peut-être mal, il est peut-être en train de souffrir, mais ce qui va le faire, ne rien lâcher, c'est son pourquoi. Et ce que tu dis, c'est important. Oui, voilà. Ok. Quelle est ta vision pour Comptoir de campagne dans 5 ans? Tu nous as dit que tu avais de la vision, c'était quelque chose d'important. Est-ce que tu nous as parlé effectivement du développement en franchise? Est-ce que tu as une autre, est-ce qu'il y a autre chose dans ta vision? Parce que déjà pas mal, hein. Oui, là, c'est quand même pas mal. La grosse étape, c'est partir sur la franchise. On va ouvrir notre première franchise au mois de juin. Dans la Loire, à Saint-Étienne-le-Molin. Alors voilà, si jamais, on ne sait jamais, on cherche un franchisé pour Saint-Étienne-le-Molin dans la Loire. Mais voilà, donc cette année, c'est la grosse étape de la franchise. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'être en capacité d'accompagner un maximum de personnes dans ce là. Et puis, on travaille, on collabore avec beaucoup de régions pour sortir d'Auvergne-Rhône-Alpes. On travaille avec l'Île-de-France, la Bourgogne. Voilà, donc c'est d'élargir notre panel et d'aller en dehors de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et puis après, au-delà de Comptoir de campagne, c'est de participer sur les territoires à embarquer d'autres projets que Comptoir de campagne pour avoir des vrais projets de territoire, de revitalisation des territoires, au-delà de la simple épicerie multiservice, même si c'est important, mais voilà, pouvoir travailler sur la fracture numérique, sur la diversification médicale, sur la formation des jeunes. Voilà, il y a tout un tas de sujets à embrasser sur la mobilité, sur le logement. Voilà. Donc, au sein du mouvement Impact France notamment, je suis en contact avec plein de structures de l'économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est d'arriver aussi à trouver des synergies entre plusieurs structures pour avoir un impact social plus important. Génial. En tout cas, c'est passionnant tout ce que tu fais, c'est hyper intéressant. Et je crois que ça va vraiment te demander, comme tu le disais, de la prise de hauteur pour que tu puisses te consacrer à tous ces sujets et avoir une équipe effectivement qui puisse prendre le relais. Et comme tu le disais, c'est assez intéressant parce que finalement, le challenge est doublement complexe puisque dans l'économie sociale et solidaire, en fait, les gens, on ne peut pas les payer à la même hauteur que dans les entreprises classiques. Donc, finalement, il faut s'attirer les bons profils tout en les payant d'une manière moindre que sur le marché actuel. Donc, effectivement, le sens et l'ambition est d'autant plus important. Et puis, cette capacité à les manager, à les motiver, à les chouchouter aussi. Et avoir une pluralité de profils. C'est ça. La difficulté quand on est dans l'économie sociale, on attire les mêmes types de profils. Sauf qu'une entreprise, elle ne peut pas être dirigée par que des mêmes profils, que des clones en fait. Oui, donc voilà, donc on a certains profils rares qu'on a du mal à attirer avec des niveaux de rémunération faibles et juste voilà. C'est ça. Ça, c'est aussi une complexité. D'accord, ok. Très bien. Alors, tu es donc toi, en tant que femme, tu es maman de 2 enfants qui ont 8 ans et 12 ans. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas, Virginie? Oui, j'essaie de passer du temps avec eux.
Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors peut-être que tu n'as pas le temps, je ne sais pas, mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu fais d'autre? Non, j'ai pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps. À part, les enfants, faire un petit peu de sport et encore. Et qu'est-ce que tu fais comme sport? De la course à pied, hein, c'est Oui. le plus simple. Oui. Et puis voilà, on a la chance, nous, d'être à côté d'un grand parc. Oui. Et dès qu'on a un petit peu de temps, on va balader dans le parc, faire du vélo avec les garçons. Voilà, passer du temps en famille. On est pas loin des montagnes, donc aller passer du temps à la neige. Ouais. Dès qu'on peut, faire les escapades le week-end. Voilà, c'est plutôt des envies de nature, de grand air. C'est ça, pour reprendre de l'énergie et se ressourcer, c'est ça? Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce que je voulais te poser aussi comme question? Finalement, en tant que femme chef d'entreprise, par quel challenge personnel es-tu passée ou qu'est-ce que tu as dépassé d'un point de vue équilibre perso-pro? Ça peut être dans le couple, avec les enfants, la famille, c'est forcément, ou de la santé même, en tout cas, il y a toujours des challenges. Est-ce que tu es passée par des challenges personnels? Comment ça s'est passé en tant que femme? Dans toute cette vie de femme chef d'entreprise, mais peut-être aussi dans ton parcours passé où tu as été très prise, puisque tu étais directrice marketing dans des grands groupes, sur des postes importants, dans des comités de direction, où tu as pu aussi être un peu challengée. Voilà, comment tu gères et comment tu as géré cet équilibre perso? Et qu'est-ce que tu as rencontré comme challenge? Parce qu'on en rencontre tous. Hein. J'ai beaucoup de chance d'avoir une vie perso épanouie et simple. Ça, c'est important. Voilà, avec un mari qui me force à faire la différence et la part des choses et à pas forcément mélanger pro-perso. Alors, comment il fait, tiens, justement? Ouais, il ne faut pas trop que je parle du boulot à la maison. Hein, c'est ça. Voilà, mais bon, pourquoi pas, et je respecte ça, et voilà, c'est ça. Du coup, de voir aussi un mari qui n'est pas comme moi entrepreneur, et ça, c'est bien de se être complémentaire différent par rapport à ça. Mais malgré tout, un mari et des enfants qui sont assez fiers de moi. Voilà, quand maman passe à la télé, mes petits sont trop contents. Et puis voilà, je sais que mon mari parle souvent de sa part d'entrepreneur autour de lui. Donc voilà, savoir que même si il trouve que je travaille trop, même si il me le reproche, voilà, ils sont fiers de moi et de ce que je fais. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, après, du coup, il faut que je trouve quand même des personnes amis autres pour pouvoir échanger. C'est ça, parce que quand on est une femme, eh bien, on a besoin d'échanger, c'est voilà, ça, sur ses difficultés, de se confier. J'ai la chance d'avoir plein de gens Ouais. beaucoup de me challenger, parce que je suis aussi des gens. Voilà, j'ai un père entrepreneur, j'ai un frère entrepreneur, donc ça aide aussi à partager les difficultés. Donc, ça veut dire que tu t'appuies pas mal sur eux, dans les discussions, voilà, dans les échanges. Ils me comprennent. Oui, c'est ça, là, tu as l'impression d'être comprise, voilà. D'être soutenue. C'est ça, de ne pas être toute seule. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est après, moi, j'ai pas eu le gros challenge, c'est de faire attention à préserver, de ne pas passer la ligne rouge, voilà, de préserver mon mari et mes enfants. Mais bon, globalement, j'ai quand même beaucoup de chance. D'accord, ok. Donc, le conseil que tu donnerais, si tu avais un conseil à donner aux femmes chefs d'entreprise par rapport à cette face cachée du rêve, où on peut vite tomber dans la pression, le surmenage, l'épuisement. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, tu as un peu le torticolis du stress, de la pression. C'est ça. Écouter son corps. Après, même si je ne peux pas travailler aussi peu
peu que mon mari et moi du travail, mais malgré tout, même si je dépasse un peu son seuil de tolérance, je ne vais pas trop loin non plus. Voilà, donc je fais attention à ça, c'est le conseil. Écouter son corps aussi. Et puis, faire du coaching, je pense que moi, j'ai pu en faire un petit peu, ça aide. On a pas mal discuté ces derniers jours, ça m'a énormément aidé. Voilà, il faut parfois oser, parce qu'on a une carapace quand on est chef d'entreprise, donc ouvrir sa carapace. En fonction de son histoire, effectivement, quand on gère des collaborateurs, plus on est soi-même, plus on est authentique. On va se montrer fort tout le temps, mais c'est pas possible tout le temps. Donc, c'est ça. Pour se permettre à soi-même, se l'offrir à soi-même. C'est ça. Et je crois que tu as raison, à un moment donné, aller chercher de l'aide, échanger, parler, être vraiment dans une communauté d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, c'est important parce que forcément, chacun vit à peu près les mêmes choses, peut-être différemment, mais en tout cas, voilà. Souvent, certains ont déjà vécu ce qu'on a vécu et le fait de se retrouver dans les mêmes situations, quelque part, ça aide. Et c'est tout l'objet, je dirais, de cette émission aussi, parce que finalement, on se dit, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et puis, on voit qu'il y a des solutions et se faire accompagner, aller chercher les clés pour mieux se sentir à l'intérieur malgré les complexités, ça c'est important parce que c'est tout un travail en fait interne de reprogrammation, d'apprendre, je dirais, à diriger son mental, à diriger ses pensées vers là où on veut aller, plutôt que se laisser dépasser par des pensées parfois négatives, par du stress, des difficultés qui finalement nous coupent de notre cerveau plus intelligent, de toutes nos idées. Et puis met notre corps, je dirais, en sur-régime. Et donc, à un moment donné, ça devient difficile à gérer et on rentre dans un mode plutôt vicieux où on ne s'attire plus nos objectifs, on perd le plaisir, même finalement quand on l'atteint dans la force, dans la lutte, finalement, le plaisir, il n'est pas satisfaisant. On ne le voit même plus, on n'a plus cette joie finalement. On se dit, pouf, on y est arrivé. Oh, voilà quoi. Il faut avoir une bienveillance. Oui. Il faut avoir un environnement. C'est ça. Mais aussi, pas que des oui, mais aussi des gens qui savent challenger. Voilà, moi j'ai souvent les deux types de personnes. Des gens qui me challengent. Je sais quand je vais les appeler, ils vont m'engueuler, ils vont me dire que je ne suis pas bien, il faut que je fasse différemment, il faut que je sois plus fort, etc. Et puis d'autres personnes qui vont être dans l'écoute, dans la bienveillance. Voilà. C'est ça. Il faut la balance et être en capacité, comme les petits anges, voilà, l'ange et le diable, être en capacité d'écouter les deux. C'est ça, c'est cet équilibre. Et moi, j'ai particulièrement de la chance de me retrouver dans l'économie sociale et solidaire parce qu'on a très vite un écosystème bienveillant. Et ça, c'est super. Ok. Génial. Alors, en résumé, si tu devais donner 3 conseils aux femmes chefs d'entreprise et aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur donnerais, Virginie? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Le conseil que je donne, c'est faites-vous accompagner par des incubateurs, notamment, si au démarrage d'une entreprise, parce que moi, je parle beaucoup à des startups, mais si c'est un démarrage d'entreprise, se faire aider par un incubateur. Si c'est une entreprise déjà mature, mûre, c'est du conseil pour le développement de l'entreprise et du coaching pour soi. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi le principal conseil, se faire accompagner, c'est avant de demander de l'aide. Voilà. On va dans le mur si on est seul. On a besoin de cet effet miroir que peut apporter un regard externe, et ça, c'est vraiment primordial. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est à la fois croire en soi, avoir envie d'avancer, se donner des objectifs et croire, mais aussi être en capacité de ne pas aller dans le mur et d'être à l'écoute des signaux faibles, de ne pas s'obstiner si on se trompe, et donc du coup de se donner des deadlines. Voilà. J'ai ce projet-là, je veux le mettre en place, mais je me donne X mois.
Et si au bout de X mois, on n'y est pas arrivé, En tout cas, c'est se reposer les questions. Surposer les questions et potentiellement arrêter ou changer de direction. Mais voilà, il faut se donner du temps parce que si on ne donne pas de temps, parfois peut-être s'entêter et s'épuiser et pas réussir. Voilà, ça c'est un deuxième conseil. Après, un troisième conseil, c'est ne pas trop attendre de reconnaissance, c'est peut-être des équipes, en tout cas ne pas mettre trop d'affectifs. Essayer d'avoir les bonnes personnes autour de soi. S'attirer les bonnes personnes, donc vraiment travailler aussi sur soi pour pouvoir s'attirer les bonnes personnes, puisqu'à un moment donné, quand vous avez libéré certaines de vos blessures, et bien forcément, vous allez ne plus vous attirer ces personnes-là. Je donne un exemple, quand on est en manque de confiance ou quand on ne se sent pas forcément à la hauteur, eh bien, on va attirer des gens qui sont, en termes d'énergie, tout ça c'est inconscient, mais des gens qui sont pareils, en fait, qui peut-être peuvent manquer de confiance et dont on va leur reprocher de ne pas être à la hauteur, mais à quel point, finalement, nous, on s'y sent suffisamment. Donc, c'est intéressant, à un moment donné, de mettre le doigt dessus par rapport à qui on recrute, quels sont les profils, finalement, qu'est-ce qu'on leur reproche et finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous renvoyer un effet miroir? Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat est intéressant pour ça, c'est de bien regarder et d'observer les situations et quel enseignement on peut en tirer pour soi. Et se connaître. Travailler sur soi. Travailler sur soi. C'est vraiment une clé importante. En tout cas, merci Virginie pour, pour cette interview et toute la richesse, tout ce que tu nous as transmis avec cette magnifique entreprise. Et on te souhaite, en tout cas, je te souhaite et notre audience, j'imagine pareil, plein de succès dans ce développement parce que c'est vraiment une belle cause qui contribue je dirais, un monde meilleur, qui contribue à ton développement, qui contribue au développement de tes équipes, qui contribue au développement des campagnes. Donc, c'est vraiment une belle cause. Donc, je te souhaite vraiment plein de succès. Et on vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission Confidence entre dirigeantes et je vous transmettrai la prochaine personne qui sera parmi nous, notre invité d'ici 15 jours. Et puis, pour vous donner l'actualité d'Emmanuel, eh bien, aujourd'hui, on est en lancement du Mastermind, l'Académie Leader Life au féminin, entre femmes dirigeantes, qui est un programme à la fois pour se développer professionnellement en tant que femme chef d'entreprise et aussi personnellement de manière à aller vers, en tout cas, une expansion de son entreprise exponentielle, c'est le cas de dire, en lien avec soi pour pouvoir être dans sa puissance malgré les complexités, comme on a pu voir, malgré les complexités et garder son niveau de bien-être et de performance et d'excellence, mais dans la sérénité, dans le calme et tout en restant dans l'optimisme. Donc, je vous souhaite en tout cas une magnifique soirée. Encore merci Virginie. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine émission. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci Virginie. Au revoir.